Au sommaire de ce numéro de toute une histoire. Il me violait et 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Je monte dans le train pour aller au lycée et là, 3 jeunes garçons montent. Ils m'ont attrapée et là, je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Mylène et Sébastien ne se connaissaient pas, mais ils partagent la même histoire. J'attendais 18 ans pour pouvoir en parler. Cette agression était, je le savais, était déjà un sujet tabou. Les deux principaux ressorts de ce type d'agression, ce sont la honte et la culpabilité. Les victimes de viol sont les seules victimes qui ont honte de ce qui leur est arrivé. Donc c'est difficile d'en parler. Une agression qui a eu d'énormes conséquences sur leur vie d'adulte. Je suis devenue agressive. Tous les jours, quand je me réveillais, j'avais leur présence, j'entendais leur voix, je sentais leur odeur. J'avais plus goût à la vie, plus aucune envie. En fait, c'est une façon de s'autodétruire. C'est un sourire et on est qui pleure à l'intérieur. Mais depuis qu'ils ont osé parler, leur horizon s'est dégagé. Le jour où j'ai accouché, le soleil a brillé. Je me suis dit, cette gamine, elle m'a sauvée. On essaye en tout cas avec ma sœur de lui remonter le moral. Je suis une victime, mais je vais me battre. Enfin, je vais pouvoir le dire, on va me croire. Être reconnu comme victime et voir son agresseur me noter, c'est la meilleure des thérapies. Bonjour Sébastien et Mylène, nous allons passer 1 heure ensemble à faire connaissance avec vous et vos proches. Pour démarrer cette émission, un chiffre nous intéresse, seuls 14% des victimes de viol portent plainte. Mylène, vous faites partie de ceux qui n'ont pas osé le faire. Quant à vous, Sébastien, il vous a fallu 18 ans pour enfin vous libérer de ce poids. Vous êtes un ancien rugbyman de haut niveau. Dans quel club avez-vous joué pendant 17 ans ? À Saint-Paul-et-Dax et à Dax notamment. En vous voyant sur les images qui défilent derrière moi, on n'imaginerait pas que sous cette carrure imposante se cache un passé douloureux. On va remonter le temps et on va remonter le temps en images. On va voir à quoi ressemblait votre enfance juste avant qu'on ne vous vole votre insouciance. Et puis on en parle ensemble après. Sébastien voit le jour en novembre 1978. Petit, il est joyeux, plein de vie et un peu casse-cou. À l'époque, dans les Landes, la mode est au rugby. Très vite, il se passionne pour le ballon ovale et commence à pratiquer ce sport dès l'âge de 5 ans. À 10 ans, il intègre avec ses amis le groupe de musique de son village. Sébastien y joue du cor de chasse et du clairon. À cette époque, il est encore plein d'insouciance et d'innocence, comme tous les garçons de son âge. Et apparemment, on ramasse de beaux cèpes autour de chez vous. Dans mon village à Tétieux, il est très réputé pour ça. Alors, vous n'aviez que 12 ans lorsque votre vie a basculé. Comment tout a commencé ? Ça a commencé par un prédateur qui était dans la famille sans qu'on le sache. Donc ça a commencé par de la manipulation, ça a commencé... il avait la confiance de mes parents. Qui était cet homme ? C'était le mari de ma cousine. Très ancré dans la vie du village et la confiance de tout le monde. Quelqu'un de très gentil, arrangeant. Moi, pour aller à la musique, il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Parce que lui, il jouait de la musique ? Aussi, il faisait de la caisse claire. Au sein d'une banda ? De la même une clique, c'était. On jouait ensemble. Ouais. Vous aussi, vous jouiez ? Je jouais aussi. Ouais. Quoi ? Du cor de chasse et du clairon. D'accord. Il y avait que ça à faire dans le village, donc c'est là où on se retrouve. Donc en fait, il a tissé une sorte de toile autour de vous ? Autour de moi, et petit à petit, la confiance de mes parents, la confiance de ses amis, la confiance de la famille. Et puis après, voilà. Et la vôtre, puisque vous l'aimiez bien, vous ? Je l'aimais bien, oui. Oui. Et donc pendant une fête locale, il a commencé, j'avais besoin d'aller faire des besoins. Donc on est parti, il m'a suivi et petit à petit, il m'a fait comprendre que... la phrase qu'il m'a dit, c'est ton père m'a dit que tu avais un gros sexe, il faut que je le voie.
me suis dit, bon, déjà que moi, en famille, on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de sexe en famille. J'étais un peu étonné. Et, comment vous avez réagi? Mais sur le coup, j'étais étonné. J'ai dit, ça m'étonnerait que mon père t'ait dit ça. Enfin, je comprenais pas, quoi. J'étais un peu. Et puis là, et puis il m'a pris par surprise, en fait. Donc il m'a pris le sexe et il a touché. Enfin voilà, ça a commencé comme ça. Et après, petit à petit, mais là, vous êtes pas laissé faire, j'imagine. Je me suis trouvé con, comme on dit. Ouais. Désolé, mais on est sans voix, on est piégé, quoi. On est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis après, ça a été des menaces. C'est-à-dire que bon, ce qui s'est passé, t'en parles pas, sinon je dis que t'es un homosexuel. Bon, moi, je faisais du rugby, donc avec l'image du rugbyman, un homosexuel, enfin voilà, c'est pas très viril, on va dire. Et du coup, piégé. Et puis après, petit à petit, ça a commencé par des actes un peu plus graves. Et après, ça a été un engrenage et la manipulation de tout le monde. Mais comment il faisait pour que vous soyez seul avec lui? Parce que j'imagine que vous essayiez de déjouer ses plans Alors, le problème, et de le fuir, non? Comment il vous manipulait? Et mes parents aussi. C'est de l'abus de confiance, de toute façon. Et moi, je voulais sortir avec les copains, rejoindre les copains. Et mes parents, ils avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Il n'y avait que lui qui pouvait me transporter. D'accord. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, mes parents, c'est qu'avant de me ramener à la maison, ils me violaient et 5 minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. Et jamais vous n'avez osé en parler à quelqu'un? Non, parce que peur qu'on ne me croie pas déjà. Parce que personne n'aurait cru qu'un type aussi sympa, arrangeant, enfin, il avait tout pour lui, puisse faire du mal à des gamins. Alors, 2 experts sont avec nous aujourd'hui. Frédéric Farandou, notre psychothérapeute, et Samuel Mergui. Samuel, vous faites partie de notre équipe de psychologues depuis plusieurs mois déjà, mais ce que nos téléspectateurs ne savent pas encore, c'est que vous travaillez beaucoup sur les questions de violences sexuelles, sur la psychologie des victimes et des auteurs de viols. Dans quel cadre êtes-vous amené à rencontrer ces agresseurs sexuels ? Donc ça fait quelques années maintenant que j'ai rejoint la PPL, donc l'antenne de psychiatrie et de psychologie légale du docteur Coutenceau. Donc on est une très grosse équipe et on voit beaucoup d'auteurs, on voit quelques victimes aussi, certains collègues ont la casquette victimo également. Mais voilà, on voit énormément d'agresseurs sexuels et d'auteurs de violences conjugales. Donc généralement, il y a un premier entretien, on va les voir, ça va nous permettre de dresser un profil psychopathologique et puis de proposer la meilleure orientation thérapeutique. Puisque c'est généralement des personnes qui sont en obligation de soins, donc c'est des soins pénalement ordonnés. La justice a estimé que ce qui les aiderait, c'est de faire une thérapie en l'occurrence. Et généralement, on propose des thérapies de groupe, parce que le suivi individuel, c'est pas suffisant, pas efficace pour aider ces personnes. Donc on leur propose des groupes à thématiques très spécifiques. On va pas... Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait psychologique de l'agresseur de Sébastien ? Oui, là en l'occurrence, on voit que c'est pas du tout une agression impulsive. Il y a effectivement cette manipulation, la séduction. Donc il n'est pas forcément, c'est pas un auteur forcément violent physiquement, mais qui va avoir cette emprise psychologique. Vous l'avez très bien dit, effectivement. Et donc c'est ce qu'on appelle un profil immaturo-pervers, puisqu'il y a justement cette notion de manipulation, de climat de confiance qu'on va créer. Et puis aussi, il a repéré, là en l'occurrence c'est le tabou de l'homosexualité, mais ça aurait pu être autre chose qui va permettre de verrouiller effectivement ces actes et de pouvoir continuer à passer à l'acte en étant certain que ça ne va pas sortir plus tard. Pourquoi immaturo ? Alors immaturo, ça c'est un concept en psychocriminologie. Pour comprendre l'immaturité, alors ça c'est la plupart des agresseurs sexuels ont une dimension d'immaturité. C'est comme des enfants, en fait, qui savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de manger, par exemple, de la confiture. Et quand les parents ne sont pas là, quand ils ont le dos tourné, ils voient ce pot de confiture et c'est plus fort qu'eux. Il y a ce côté, là, je peux le faire. Et donc, il va y avoir cette pulsion transgressive, mais comme des enfants qui voudraient faire des bêtises, qui ne pourraient pas s'empêcher de faire des bêtises. Voilà. Frédéric, comment peut-on expliquer l'emprise psychologique dans laquelle a été enfermé Sébastien ? Eh bien, Samuel l'a bien expliqué, Sébastien aussi. Il y a tout ce processus, ça ne se fait pas tout de suite.
On tisse sa toile, on met l'enfant ou l'adolescent en confiance, qui installe une certaine sécurité dans la relation. En plus, il bénéficie de la confiance de l'entourage. Donc, du coup, pour l'enfant, il est assimilé presque à un parent. Donc, l'abus pédophile, ça a un côté presque incestueux parce qu'effectivement, l'adulte en question est mis en position d'autorité, il a la confiance des parents et il va user de cette position d'autorité, à la fois en jouant aussi sur des liens affectifs. Il y a de la séduction, il y a de la menace et effectivement, il va induire aussi une certaine culpabilité qui va empêcher l'enfant ou l'adolescent de parler, soit parce que parler représente une menace absolument ingérable, ou alors une honte aussi ingérable si effectivement les faits sont dévoilés. Donc c'est quelque chose qui s'installe progressivement et qui muselle la parole. Mais la parole est muselée aussi parce qu'il y a une ignorance de l'enfant ou de l'adolescent qui a du mal à décoder ce qui lui arrive, qui n'a pas forcément les éléments. Et souvent, le profil des victimes, ce sont des enfants, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, il y a le tabou de la sexualité dans la famille, c'est des choses dont on ne parle pas et il n'y a pas eu de prévention qui fait qu'à un moment donné, l'enfant peut savoir dans quelle situation il se trouve et face à quel genre de personne il se trouve. Donc ça, c'est vraiment important aussi d'insister là-dessus parce que l'ignorance, la naïveté ou la curiosité aussi des enfants fait que ça va être difficile à un moment de dire non ou d'en parler aux parents parce que les enfants ne savent pas dans quel contexte ils se trouvent. C'est le problème de ne pas parler de sexualité en famille. Absolument. On croit que c'est la normalité, il nous fait croire que c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Voilà, c'est l'apprentissage. Absolument. Voilà. Qu'est-ce que vous éprouviez? J'imagine qu'au fil du temps, il y avait quoi? Il y avait de la honte, il y avait de la rage, De la haine. de la haine. Mais jusqu'au procès, donc pendant 22 ans, j'ai vécu dans un monde de haine. J'étais très agressif, donc le rugby a réussi à me canaliser. Grâce à ça, je donnais tout sur le terrain, donc j'ai pu gravir des échelons au niveau du rugby. Parce que ce viol, ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans. En 4 ans, vous vous êtes transformé physiquement. C'était tous les vendredis, je crois, que vous subissiez ces agressions sexuelles. Il y a un moment donné où vous avez dû devenir au moins aussi fort que lui, physiquement. En plus, il était tout rachétique en plus, donc pour vous expliquer que c'est vraiment de la manipulation psychologique. Jamais vous n'avez tenté de vous défendre physiquement? On était bloqués. Ouais. On était bloqués. Si tu fais quoi que ce soit, tu seras homo, quoi. L'étiquette d'homosexuel, enfin moi je ne suis pas du tout attiré par les hommes, bien au contraire. Et malheureusement, voilà, ils nous tenaient avec ça. Mais après, manipulateur, parce qu'on était 3 victimes du même agresseur, et on était tout le temps les 3 ensemble. Vous le saviez qu'il y en avait d'autres? Non. Jamais. À l'époque, non. Jamais. Ouais. Pour vous dire comment ils sont très bons manipulateurs. Quoi. Mylène, alors vous aussi, le secret, c'est quelque chose qui vous parle, hein, puisque vous avez gardé pour vous ce que vous avez subi pendant 6 ans. Hein. Vous n'avez jamais parlé à vos parents du viol que vous aviez subi. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, déjà la honte, obligatoirement, la peur de ne pas être comprise, d'être jugée. J'avais des rapports très conflictuels avec ma mère, donc je me suis dit, elle va se servir de ça contre moi. Ça se trouve, elle a déjà pas une très bonne image de moi, donc qu'est-ce qu'elle va penser après? Mon père était un dieu, et dans la famille, c'est toujours, ça va ou ça va? Bon, ça va. Donc le côté, cette agression était, je le savais, était déjà un sujet tabou. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'attendais le train un train de banlieue pour aller au lycée. Donc à 10h05 du matin. Très peu de personnes sur le quai puisque c'était en retrait de Paris. Je monte dans le train. Il n'y a personne dedans, donc tout va bien. Et là, les portes vont se fermer, ça sonne. Et là, 3 jeunes garçons montent. Je ne devais pas avoir plus de 15 ans. Bon, je reste sur la banquette et il y en a un qui vient, qui me demande si j'ai de l'argent. Évidemment que non, hein, je ne pars pas au lycée avec mon porte-monnaie. Et là, il prend mon sac pour voir si effectivement il n'y avait pas de l'argent. Par réflexe, je vais pour attraper mon sac. Un autre arrive derrière et je venais de me faire opérer des oreilles. Donc j'avais une oreille décollée en fait qui avait été refaite. Et de là, il y en a un qui me demande tout de suite, mais t'as mal à ton oreille? Je ne voyais pas trop le rapport avec... Je fais non.
Et là, il m'a donné un grand coup de poing dans l'oreille en me disant « Maintenant, je suis sûre que tu as mal ». Et là, cette violence est montée d'un coup. Et je n'ai pas compris pourquoi, en fait. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas de raison à donner. Hein. Et d'un seul coup, c'est parti. Le troisième est arrivé. Ils m'ont attrapé. J'ai frappé, j'ai crié. Après, bien évidemment, à 3 contre moi, je ne vous cache pas que j'en ai pas mené très loin. Je me suis dit, quelqu'un va arriver, quelqu'un va m'aider, parce que je ne peux pas concevoir qu'on laisse les gens comme ça. Ça a duré combien de temps? Ça a duré environ entre 20 et 25 minutes. Et je me souviens, parce qu'ils m'avaient écrasé la tête contre la banquette. Ils se sont succédés Oui, ça a été chacun leur tour, extrêmement violent. Donc ensuite, ils sont descendus. Je suis moi aussi après descendue à un arrêt. Je me suis donc retrouvée sur le banc complètement perdue, en fait. Et puis je me suis dit, bon, je partais au lycée. Je vais aller au lycée. Il faut que je reprenne ma vie comme elle était. J'ai voulu reprendre tout de suite, comme si c'était pas arrivé. J'ai dit, hop, je vais au lycée. Voilà, je suis partie au lycée. Donc j'arrive au lycée, la conseillère me dit, t'es en retard. Je lui dis, oui, vous êtes bien gentil, je viens de me faire agresser, je fais ce que je peux. Et là, elle me dit, il faut aller porter plainte ce soir, d'accord? Elle a compris ce que vous vouliez dire? Non, je lui ai juste dit que je m'étais fait agresser. J'attendais, ça se voyait. J'arrive encore pas aujourd'hui à pourquoi elle n'a pas posé de questions. Enfin, ça, c'est effarant. Je ne comprends pas. Et donc, elle me dit juste que quand je rentrerai chez moi, il faudrait que j'aille porter plainte. Donc, chose que j'ai fait en arrivant chez moi. Mon père n'était pas là. Il y avait ma mère et j'ai dit à ma mère, je me suis fait agresser, je veux porter plainte. Mais agressée, elle a compris, votre mère, ce qui s'était passé? C'était une femme, ma mère, elle m'a pas posé de questions, je comprends pas. Enfin, je veux dire, pourquoi vous lui avez pas dit? Pourquoi vous lui avez pas dit, je me suis fait violer? Parce que c'est tellement difficile à dire. J'aurais juste voulu qu'on me pose la question. En fait, j'aurais voulu qu'on me demande. Si elle vous avait posé la question, vous auriez dit la vérité? Je pense que si on m'avait posé la question, j'aurais les bonnes questions, j'aurais pu répondre oui. Frédéric? C'est vrai, c'est très important ce que vous dites, de poser les bonnes questions. C'est pour ça que c'est important de former les gens qui accueillent et les personnes victimes de viol, parce qu'effectivement, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et poser ces questions-là, parce que c'est difficile d'en parler. Parce que les deux principaux ressorts de ce type d'agression, ce sont la honte et la culpabilité. Donc, il y a toujours dans un... Le problème, c'est ça, c'est que les victimes de viol sont les seules victimes qui ont honte de ce qui leur est arrivé. Donc, c'est difficile d'en parler, c'est ce que vous exprimez. Le profil des agresseurs de Mylène, ces jeunes mineurs, Alors, déjà, c'est un profil très très différent, on le voit bien. Ce qui va compliquer l'analyse des profils, c'est que d'une part, effectivement, c'est des adolescents, donc ça veut dire que leur personnalité n'est pas finie. Et ensuite, c'est en groupe. Et on sait que les violences collectives, c'est généralement une stratégie de clôture de l'identité groupale. Donc ce ne sont probablement pas 3 psychopathes. Si c'est un agresseur seul, je vous dirais c'est un psychopathe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, a priori, c'est pas aussi simple. Là, on voit bien que c'est très différent de l'agression qu'a subi Sébastien. C'est qu'il y a également un caractère pervers, mais c'est pas le même. C'est-à-dire que Claude Balliet fait la distinction entre la perversion et la perversité. La perversion, c'est... on a recours à une forme de violence morale pour assouvir un besoin sexuel. Là, c'est différent. On a recours à la sexualité pour assouvir de la violence, pour détruire l'autre, pour exercer une emprise physique et lui faire du mal. L'objectif, c'est faire du mal. C'est là où il y a un aspect, donc c'est là où on parle plus de perversité. C'est quoi l'objectif? C'est de se sentir puissant parce qu'on fait mal? C'est quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que probablement que sur les 3 agresseurs, il y en aura probablement un qui aura quelques traits psychopathiques, justement, notamment celui qui vous a blessé à l'oreille, qui a détecté cette blessure. Ça ressemble bien à une phrase prononcée par un profil type psychopathique, où il va détecter la zone de souffrance et justement taper dessus exprès. Et probablement que les 2 autres sont des profils plus immatures, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui sont incapables de prendre des décisions et qui ont peut-être besoin de s'identifier à cette personne-là, qui sera une forme de leader pour eux, de modèle. Voilà. Après, un viol fait en sec comme ça, dans la rue, c'est la minorité des viols. En général, l'agressé connaît son agresseur. Qu'est-ce qui vous a permis de sortir des griffes de cet homme? Mon premier amour. Quand je me suis installé avec elle. Et, vous lui en avez parlé tout de suite? À elle? J'en ai jamais parlé à une personne. J'ai attendu 18 ans pour pouvoir en parler. Et comment vous en êtes sorti grâce à elle? En vous éloignant de lui? Je me suis éloigné de lui et donc on se fréquentait moins. Et
Ben, c'est là où il s'est projeté sur notre victime. Et puis vous avez fini par vous marier, vous? Je me suis marié. Je me suis marié et ben là, ça a été le début de l'affaire, on va dire. Comment on vit, comment on arrive à vivre malgré un secret pareil? C'est du faux. Ouais. On vit pas. On se met un costume, on est quelqu'un d'autre. C'est un sourire mais qui pleure à l'intérieur. C'est alors quand les gens ont su que j'avais été violé pendant toutes ces années, beaucoup ont compris pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'étais violent. Mais quand je sortais, j'avais plus de limites avec l'alcool, donc je me mettais carpette à chaque fois. Avec l'argent, j'avais plus de limites. J'ai dû me faire interdire de casino. On n'a plus de limites en fait. C'est une façon de s'autodétruire. Hein. Oui, en fait, la personne, à un moment donné, va être clivée. Elle va être coupée en deux. C'est-à-dire, il va y avoir toute la partie meurtrie, traumatisée, souffrante, qui ne peut rien dire et qui, du coup, c'est une mémoire traumatique qui n'a pas été décodée par le cerveau et qui, donc, va s'exprimer, soit par des mots récurrents. Il y a beaucoup de manifestations psychosomatiques ou des conduites addictives ou des conduites de mise en danger, où là, en l'occurrence, ça passait par aller vous prouver que vous n'étiez pas homosexuel, c'est-à-dire vous gardiez encore la projection de votre agresseur à l'intérieur de vous. Il vous l'avait mis dans les poches. Et souvent, l'homme abusé est complètement perdu par rapport à sa sexualité et a du mal à se croire véritablement un homme. Et ça peut passer par des conduites addictives par rapport à la sexualité, consommer, des relations. Et il y a toute une autre partie qui entretient le déni, donc qui montre c'est une forme de carapace caractérielle, c'est-à-dire où toute l'énergie est employée à masquer toute la partie qui souffre. Et c'est pour ça que c'est important de sortir du silence, parce que toute cette mémoire traumatique, et c'est souvent ce qu'expriment les victimes, elle explose par flashback. C'est comme une bombe à fragmentation, où on ne peut pas contrôler les effets, parce que du coup, c'est pas une mémoire qui a été travaillée, qui a été inscrite dans un récit, parce que si le viol est dit, eh ben, je peux m'inscrire dans un récit, je peux en parler au passé, je peux donner du sens là où il n'y en a pas, je peux mettre des mots, je peux me considérer comme une victime, comprendre que je suis une victime qui a subi la violence de l'agression, et du coup, je peux faire tout un travail pour me libérer. Sinon, je reste bloquée avec cette mémoire qui devient incontrôlable et qui, effectivement, ressurgit par flashback ou par conduite ou par maladie, en tous les cas, par tout un tas de symptômes. Moi, une fois que j'ai été violée, je me suis retrouvée du même côté qu'eux, en fait. J'ai l'impression d'être maintenant comme eux, un peu l'impression d'avoir, j'avais dit à l'époque, j'avais eu l'impression de pourrir de l'intérieur, en fait. Que l'image que j'avais, c'était pas ce que j'étais. Et donc, j'avais l'impression d'être devenue comme eux. Donc je suis devenue agressive. Mon père, que j'adorais, j'ai eu des propos avec lui, j'étais vraiment pas cool. Vous avez fini par porter plainte avant d'entrer chez vous le soir même? J'ai porté plainte avec ma mère. Ouais. Donc j'ai commencé à expliquer le récit. Et au moment où il fallait parler de l'agression sexuelle, ma mère était à côté. Pas du tout envie de dire ça devant ma mère, parce que, déjà difficile à dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais alors avec ma mère, non, merci. Et donc je regarde le policier, je regarde ma mère. Et là, elle me dit, oui, mais vous êtes mineur. Il faut qu'un de vos parents soit là. La première chose que je me suis dit, comme j'avais beaucoup de complicité avec mon père, là, tout de suite, je lui en ai voulu. J'ai dit, pourquoi tu n'étais pas là? À ce moment-là, j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Parce que vous auriez parlé devant votre père? Avec mon père, oui, parce que c'est mon père qui parlait de sexualité librement, qui était... mon père a toujours m'a appris le fait que dans un couple, il n'y a pas de... L'homme, c'est pas un dominant. Mon père m'a appris le respect sur le fait de, quand on est en famille, on doit tous se respecter. Et mon père aime profondément les femmes et a toujours donné une très belle image d'elles. Donc avec lui, je me serais sentie certainement bien plus... j'aurais eu le sentiment qu'il me tenait la main, en fait. Mais non, bon, il n'était pas là. Donc du coup, j'ai regardé le policier, j'ai dit, je ne sais plus ce qui s'est passé après. Et je me suis murée comme ça. Et donc, ça s'est terminé comme ça. On est rentré à la maison. Et là, du coup... Et votre mère n'a pas cherché à engager un dialogue avec vous pour essayer d'en savoir plus? Non. Ils ont du mal à admettre, les parents.
Mais comme le disait très justement Sébastien, c'est difficile pour les parents d'admettre ça, d'admettre les abus sexuels, d'admettre la violence qui est faite. Il y a un fonctionnement qui tend à étouffer ce genre de choses, parce qu'on sait très bien qu'une fois que c'est révélé, eh ben, ça fait tout bouger autour de soi. Il y a un déni complet. Hein, exactement. Ma mère, elle a lavé mes vêtements. Exactement. Parce que c'est elle qui faisait la lessive, elle a bien vu. Rien du tout. Rien. Et le problème, c'est que ça peut réactiver l'agression. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très difficile d'en parler à son entourage, parce que c'est tellement incompréhensible, on peut tellement pas accepter cette idée-là, que l'entourage va souvent réagir soit en banalisant, en minimisant, en culpabilisant, ou même, par exemple, mais pourquoi t'as pas répondu, ou par le déni. Et du coup, ça peut réactiver l'agression. C'est du coup très compliqué, parce que mon père... Vous avez cherché à en parler avec votre père? Mon père, tout de suite, quand je suis sortie de la salle de bain, il me dit, alors, comme si j'étais partie à un match de foot. Hein. Alors comme ça, on se fait agresser, on descend une station, on ne sait pas où c'est. Et là, je me suis dit, mais il est aussi con que les autres, celui-là. Passez-moi l'expression. Et je me suis dit, donc, c'est pas mon père, là, c'est bien un homme comme les autres, terminé. Et ce jour-là, je me suis dit, moi, contre le reste du monde. Concrètement, je me suis dit, c'est terminé. J'ai 16 ans, le monde des adultes, ils font tous semblant de ne pas savoir, parce que ça se voit et il n'y en a pas un qui relève. Je me suis dit, je ne veux pas faire partie de ce monde-là. Et donc, je suis devenue soi-disant sauvage. En fait, je ne suis pas devenue sauvage. C'est que je ne voulais pas rentrer dans ce monde qui ne me plaisait pas. Donc, je suis restée avec mes copines, parce qu'elles, au moins, elles étaient sincères. Je n'ai pas pu leur en parler, parce que ça ne faisait pas partie de notre contexte. On n'était pas habitués à en parler. Il n'y avait pas de problème d'agressivité sexuelle entre nous. C'est jamais venu sur le sujet. Et avec les garçons? Alors, avec les garçons, après, du coup, je me suis dit, bon, pour avoir la paix, de toute façon, il faut coucher. Ça, je l'ai bien compris, puisque je m'en suis mangé plein la figure. Si j'avais été moins agressive, peut-être qu'ils auraient été moins agressifs, du coup. Alors, je me suis dit, peut-être, mais moi, j'ai pas envie d'en avoir. Vos violeurs? Les violeurs. Oui, je me suis c'est-à-dire que vous êtes quand même réussi, vous avez réussi à vous culpabiliser. Évidemment, je me suis dit que c'était de ma faute. Je me suis dit que ce coup de poing que j'avais donné avait peut-être engendré cette violence. Donc, obligatoirement, je me suis dit que c'était de ma faute. Donc ça engendrait un comportement passif vis-à-vis des hommes? Ah oui, alors après, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, je me disais jamais non, moi j'étais sûre de... Mais après, je me suis dit en même temps, j'aime vraiment pas ça, je trouve ça vraiment crache-pouille, j'ai envie de vomir à chaque fois, donc on va trouver une solution. Un caïd s'intéresse à moi, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, c'est un caïd, il prête pas sa femme, c'est bien, hop, je vais me mettre avec lui, j'aurai la paix. Et il s'est avéré que le seul qui a su ce qui m'est arrivé, c'était lui. Et pas parce que je lui ai dit. C'est que malgré la réputation qu'il avait, lors de nos premiers échanges, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ?» Et donc il m'a posé la question clairement, il m'a fait « Mais tu t'es fait violer ?» Et je lui ai dit oui, et là je me suis dit « Alors, c'est le seul qui a compris ce qui s'était passé. » Pourquoi il a compris? Parce que ça se traduisait comment dans votre manière d'être avec lui? Ça se traduisait que j'étais complètement passive et je pense que le dégoût se voyait aussi parfois. J'avais quand même du mal à faire semblant. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Donc, il a compris que vous n'étiez pas bien, quoi. Exactement, oui. Après, elle était dans le côté coupable. Elle culpabilise beaucoup. Elle ne se victimise pas assez encore, je pense. Enfin, on n'a pas assez discuté ensemble. Oui, non, mais tout à fait. Je n'étais pas une victime à l'époque. Elle ne se victimise pas assez, en fait. Elle était très dans la culpabilité. Donc, vous ne l'avez jamais été à ce moment-là, avant d'en parler? C'était plutôt la honte pour Moi, vous? c'était la honte. Après, moi, je me suis vraiment sentie victime. C'est après le procès. C'est là où voilà, je me suis victimisé. Quoi, on va dire. Alors, à quel moment vous avez décidé de vous libérer de ce poids? Et en fait, c'est mon ex-femme qui, pour mes 30 ans, a voulu inviter un copain d'enfance que j'avais perdu de vue depuis 10 ans. Et elle voulait me faire la surprise. Donc il lui dit, écoute, je viens à l'anniversaire de Sébastien que si l'individu n'est pas là. Et elle ne comprenait pas pourquoi, puisque justement, elle lui dit, mais il est très gentil, qu'est-ce que tu as envers lui? On ne comprend pas, je ne comprends pas. Et il lui a dit tout simplement, mais il m'a violé. Donc là, elle a eu du mal à le croire au début. Donc moi, le soir, je suis rentré du boulot et elle me dit, assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Alors qu'on venait de se marier, je lui ai dit, tu veux pas divorcer déjà quand même? Et elle me dit, non, mais c'est sérieux, assis-toi. Donc j'étais dans mon coin de canapé, je me revois encore, et elle me dit, je voulais te faire la surprise d'inviter ton copain d'enfance. Et
Et en fait, il vient que si l'autre n'est pas là, parce qu'il a violé. Et donc là, moi, j'ai mes épaules qui... Enfin, je me suis senti, mais partir, je me dis, ça y est, je suis plus tout seul. Parce que vous ne saviez pas que lui aussi avait été violé. Même alors qu'on avait grandi ensemble, et je me dis, enfin, je vais pouvoir le dire, je suis plus seul, on va me croire. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien. Donc j'ai fait... j'étais pas prêt, enfin, c'est quelque chose, 18 ans de silence, je peux pas le sortir comme ça du but en blanc. Et donc, bon, j'ai zappé un peu, la nuit s'est passée, bon, nuit blanche, bien sûr. Le lendemain, elle m'appelle, j'étais sur la route, et elle me dit, bon, je viens d'avoir ton copain, et il m'a raconté comment ça se passait. Donc je me suis arrêté, je lui ai dit, bah, écoute, raconte-moi. Et en fait, elle était en train de me raconter mon histoire. Donc là, bon, je ne pouvais plus rien faire, je suis rentré, bon, étonné de me voir là, et puis là, je me suis effondré, je lui ai dit, bon, mais voilà, moi aussi, je suis victime. Et donc là, ben, elle me dit, c'est pas possible. Il avait vécu la même chose avec la même proximité dans son cercle familial que vous? Ils étaient voisins. Ouais. Avec l'autre victime, ils étaient voisins. Les deux autres victimes, ils étaient voisins. Donc, à partir du moment où vous lui avez révélé le secret, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appelé mes parents, le soir même. Je leur ai dit, ben, venez, il faut que je vous parle. Ben, c'est assez grave. Donc, ils sont venus. Alors que, bon, ça c'était en novembre, pour les férias de Dax, justement. Mon copain était là et avait divulgué tout ça déjà à ma sœur, qui, elle, ben, elle ne le croyait pas. Donc, elle a appelé directement à l'agresseur. Elle lui a dit, bon, mais voilà ce que m'a dit le copain de Sébastien. Et c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça a été l'omerta. Même ma mère était au courant. Tout le monde était au courant, mais personne ne m'en a parlé à moi. Alors que, par peur, je pense, de se dire que ben, moi aussi. Ils ne voulaient pas l'admettre, je pense. Et donc, ben, le soir, je les ai convoqués. J'ai dit, ben voilà, j'ai été violé pendant toutes ces années. Bon, la réaction de mon père, c'était de prendre le fusil et d'aller le tuer. D'avouer tout ça, ça a été dur. La réaction des gens a été encore plus difficile, parce que quand on dit ça en famille, eh bien, on est le caillou dans la chaussure. Donc j'ai eu des réactions enfin, terribles, j'en ai encore d'ailleurs. C'est t'as attendu 20 ans pour le dire, pourquoi tu le dis maintenant? Parce qu'en fait, pour mes 30 ans, donc j'ai fêté quand même mes 30 ans, j'ai dit à mes parents, on va faire la fête. C'est mes 30 ans, il m'a bousillé 18 ans de ma vie, je ne vais pas m'agacher mes 30 ans. Les 30 ans, moi, c'est un cap à passer, je veux les fêter normalement. Et le lendemain, donc on est une grande famille côté maternel de ma mère. Donc le lendemain, j'avais convoqué tous mes oncles et tantes. Je me suis assis devant eux, j'ai dit, bon, voilà ce qui s'est passé. Donc si vous avez des questions, posez-me-les. Moi, je vous dis voilà, vraiment ce qui s'est passé, n'allez pas inventer des choses. Et donc, alors là, ça a été le début de... Voilà, mais tu vas pas porter plainte pour le nom de la famille. Enfin voilà, toutes ces réponses qui font que on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Enfin, j'avais du mal à me positionner. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que j'ai fait une connerie de le dire? Enfin, et donc le soir, donc j'avais 6 oncles et tantes devant moi, donc ils sont tous mariés, donc j'avais mes 12 oncles et tantes. Et le soir, j'avais tous mes cousins et cousines. Et j'ai fait pareil, je les ai assis, donc on était 18. Je leur ai expliqué voilà, le déroulement, enfin tout. J'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre clairement à tout. Et donc là, j'ai eu un peu plus de soutien, mais qui s'est étiolé vite. Voilà. On dérange quand on est une victime, malheureusement, dans la famille. Vous avez fini par porter plainte? Ah ben oui, suite au comportement. Au début, je n'étais pas prêt. Et j'ai rencontré la victimologue qui m'avait dit, Marie-Claude, qui m'avait dit, ça serait bien peut-être de porter plainte. Et donc là, j'ai porté plainte. Et alors là, ça a été j'ai connu ma première dépression, en fait. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après? J'en ai fait qu'une dépression. Ah bon, mais vous dites. Mais j'avais jamais été dans un état dépressif. J'étais dans un état haineux, mais là, j'avais plus goût à la vie. J'avais pris énormément de poids. J'avais arrêté le rugby. J'avais plus goût, j'avais plus rien, plus aucune envie. Alors, vous parlez de votre victimologue, Marie-Claude. Elle est avec nous dans le public. Merci d'être là. Vous êtes psychologue, clinicienne, spécialisée en victimologie. Vous vous êtes donc occupée de Sébastien.
C'est vous qui avez poussé Sébastien à porter plainte? Alors, Sébastien, c'est vrai qu'il ne s'est jamais présenté comme une victime. Mais il avait cette histoire, il avait cette situation familiale. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi, finalement, hein? C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un récit, quelque chose qui doit prendre forme. Et donc, j'ai dit, la seule chose à faire, c'est de porter plainte. Bon. Et je vais où? Voilà, ça, c'est l'homme d'action. Et je vais où et je fais quoi? Et donc, je lui ai dit, il faut aller à la gendarmerie. Voilà. Parce que moi, j'avais une formation par ailleurs de criminaux et autres, donc je savais qu'à la gendarmerie, il y avait du personnel formé pour ça. Voilà. Et donc ça a été le point de départ. Mais c'est le point de départ. On ne sait jamais si la plainte va être recevable, on ne sait jamais les résultats du procès, on ne sait jamais tout ça. Et Parce ça, c'est des étapes. Il y a prescription au bout de combien d'années? Pour les agressions sexuelles, c'est 10 ans après la majorité, soit 28 ans. Et pour les viols, c'est 20 ans après la majorité, soit 38 ans. Donc là, ça faisait 18 ans? Moi j'avais 30 ans, donc c'était 12 ans après la majorité, donc j'avais 8 ans pour porter plainte. Parce que le viol est considéré comme un crime. Donc effectivement, c'est plus long. Sur qui vous avez pu vous appuyer pour avancer? Est-ce que dans votre famille, vous avez réussi à trouver du soutien? Très peu de monde, en fait, malgré une grande famille. Mon ex-femme, pour commencer, qui m'a soutenu quand même. Ma cousine, Laurence. Laurence, qui est avec nous dans le public et qui va venir nous rejoindre sur notre plateau. Laurence, donc la cousine de Sébastien, quel lien vous unit exactement tous les deux depuis l'enfance? Cousin par sa mère, Ouais. mon père et le frère de sa mère. Vous avez toujours été très proches? Très. Oui. On a une relation quasiment de frère et sœur, en fait. Donc j'imagine que vous connaissiez très bien cet agresseur. Oui. Ah oui. On est partis en vacances ensemble. Ouais. On était souvent au repas à la même table. Quelle image vous aviez de lui? Ah, moi, je l'adorais. Est-ce que vous aviez remarqué quelque chose dans le comportement de Sébastien qui aurait pu trahir ce qu'il avait subi? Pendant des années, non. Mais c'est vrai que vers la fin, je me rappelle quand on est partis en vacances ensemble, je trouvais qu'il était agressif avec lui. Je me disais, mais... avec cet homme? Avec l'agresseur. J'étais très bon. Je me disais, mais il est lourd, quoi. Ça va, quoi. Au bout d'un moment, je comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais à mille lieues d'imaginer ça. Est-ce qu'au procès, on n'aurait pas appris, par exemple, que lui-même aurait été victime dans son enfance? Qu'il soit reproducteur, qu'il reproduise ses actes. C'est pas quelque chose qui a émergé, par exemple, à travers les expertises ou quelque chose comme ça? Non. Donc le procès a eu lieu 3 ans après que vous ayez porté plainte. Qu'est-ce qu'il a dit pour se justifier? Il a dit, je ne me rappelle même plus d'ailleurs, lui il était pas dans le déni déjà, il a tout avoué, ce qui est énorme. Du coup, j'ai pas eu le droit à la confrontation avant le procès, parce que beaucoup de victimes n'osent pas porter plainte justement parce qu'il y a cette confrontation, elles n'ont pas envie de revoir leur agresseur. Vous ne l'aviez jamais recroisé depuis pendant que les vous 3 ans, aviez non. révélé votre secret? Non. Et honnêtement, je ne sais pas la réaction que j'aurais eue. Même après avoir révélé le secret, parce que vous avez fini par porter plainte, mais avant, il y a eu quelques années avant que vous ne portiez plainte. Oui, il y a eu 18 ans de silence. Non, mais entre le moment où vous l'avez révélé à votre famille et le moment où vous avez porté plainte, c'est passé combien de temps? Non, c'est 2 semaines après. Ah, d'accord. Non, ça a été rapide. Ouais. Là, justement, parce que je voulais pas faire... J'en avais marre. Ce que je dis aux victimes maintenant, c'est arrêtez de protéger les autres, protégez-vous à vous. Parce que justement, on fait tout pour protéger les autres et en fait, on s'oublie et en fait, c'est nous qui sommes les victimes. Donc il a avoué, mais qu'est-ce qu'il disait pour se justifier? Pendant la plaidoirie de son avocat, c'est là où ça a été le plus dur pendant ces 3 jours de procès, c'est que son avocat me dit apparemment vous étiez demandeur, on ne comprend pas. Je lui dis demandeur, je ne veux pas être demandeur, ce gars je voulais le décapiter, je ne vois pas le plaisir que j'avais en plus. Enfin voilà. Son avocat me dit ça, donc je lui dis quand même. Je lui dis par contre demander
à votre client si lui n'était pas amoureux de moi, par contre. Et c'est là où il a avoué qu'il était amoureux de moi, et c'est là où il a été nommé comme pédophile. Vous l'aviez remarqué, vous, qu'il avait des sentiments pour vous, à l'époque où il vous violait? Ouais, enfin, il était vraiment très proche. Il était tout le temps à côté de moi. Donc maintenant, pour l'émission, j'ai recherché des photos, j'en ai déchiré quelques-unes. Même sur les vidéos de famille, il est tout le temps à côté de moi. Donc bon. Et ça, c'est une réalité. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je vous demandais s'il avait été victime. Il a probablement été victime. C'est pas indispensable pour développer un clivage de la personnalité, mais c'est une des raisons qui va expliquer ça. C'est que mettons que lui aurait été agressé dans son enfance, c'est que il y aurait une partie de sa personnalité qui aurait évolué en clivage, en identification à l'agresseur. Et donc le passage à l'acte, c'est un moyen de donner du sens à ce qui lui arrivait, parce que justement, il n'a pas pu en parler lui-même, il n'a pas fait de thérapie, etc. Et en fait, ces profils-là, ils ont vraiment deux personnalités. Une personnalité très sympathique, qui est réelle, qui n'est pas en conflit avec l'autre personnalité, ils ne se rencontrent pas en fait. Il y a un pervers et une victime qui ne se rencontrent jamais en fait, ce qui fait que pour que son scénario pervers puisse se réaliser, il va avoir recours à des phénomènes comme ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Par exemple, j'avais un patient comme ça qui nous expliquait qu'un jeune lui demande une pièce pour acheter une boisson dans un distributeur. Lui, il va l'interpréter comme une invitation sexuelle. Donc lui, il est amoureux et il a interprété votre comportement, tout ce qui pouvait aller dans son sens, comme du consentement. Parce que dans son scénario pervers à lui, la victime est consentante. C'est ça qui est incroyable. Oui, et il ne fait pas de mal. Pour lui, il fait pas de mal. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il est probable qu'il se soit même tellement raconté des histoires qu'il ait eu l'illusion que vous-même, vous étiez amoureux de lui. Est-ce que le fait d'être tout le temps près de lui, c'était pas aussi un moyen de le contrôler? De verrouiller la parole. Hein. Bah oui. Ah oui. Ah oui. Mais combien de fois en tout, c'est à peu près. Oui, oui. En dehors des sentiments. En fait, il est fort probable que ce personnage ait une fantasmatique pédophilique exclusive ou préférentielle. C'est-à-dire qu'il est essentiellement attiré par les jeunes garçons. Ça s'est arrêté quand vous aviez 16 ans. Probablement que si vous n'étiez pas éloigné de lui, il se serait désintéressé de vous parce que vous ne correspondriez plus à son choix d'objet. Donc probablement qu'il a ce choix d'objet fixé, mais il peut tisser des liens affectifs avec une personne, hétéro, adulte, etc. Ça va être une façade, mais il y a une part de lui qui pense réellement tisser une relation affective. Et par exemple, nous, dans nos thérapies de groupe, ça arrive souvent, quelqu'un arrive en disant « je suis content, j'ai enfin rencontré un homme ou une femme adulte avec qui ça se passe bien ». Et c'est les autres patients du groupe qui vont lui dire « mais dis donc, cet homme, est-ce qu'il n'aurait pas des enfants? Ah, ils ont quel âge? À 13 ans, comme les victimes. Tiens, c'est étonnant ». Et là, l'agresseur va se rendre compte qu'il a fait ce qu'on appelle un choix anodin. En fait, c'est pas anodin. Mais il y a une partie de lui qui a l'impression d'avoir fait ça naturellement. C'est l'aspect pervers et l'aspect, le vernis névrotique ne se rencontrent pas en fait. À quelle peine a-t-il été condamné? 10 ans ferme. Vous avez trouvé que c'était une peine suffisante? On était parti pour 5 ans. On était parti pour 5 ans plus 5 ans. Et donc pour nous 10 ans c'était une victoire. Et en plus on n'avait pas demandé le huis clos, donc voilà, ça a été mis sur la place publique. Et c'est là vraiment où, quand je l'ai vu partir me noter, où je suis passé d'un monde de haine à un monde de bisounours, comme je dis. Ça, c'était le mercredi soir à 20h, 22h. Et là, jusqu'au samedi matin, en fait, je pleurais de joie, de peine. Bon, la pression aussi du procès, mais enfin, je me suis vidé, j'étais apaisé, enfin apaisé. Là, ça avait fait du bien, honnêtement. C'est pour ça que les victimes que j'aide maintenant, c'est que je les incite à porter plainte, même si elles n'y arrivent pas. C'est que vraiment, être reconnu comme victime et voir son agresseur menotter, c'est la meilleure des thérapies. Lui, il est en prison en ce moment? Oui, jusqu'en 2023. Si donc, tout se passe bien. Vous avez créé une association, ce qui vous a aidé, j'imagine, aussi à vous reconstruire. On va regarder tout de suite à quoi ressemble votre action de prévention. C'est ici, dans le petit club de Saint-Paul-les-Dax, qu'à 5 ans, Sébastien Bouey débute une carrière de rugbyman qui le mènera jusqu'au plus haut niveau. Le mal-être que j'avais, je l'ai évacué sur le terrain. Aujourd'hui, à 37 ans, la carrière de Sébastien est derrière lui. Mais il continue sans relâche à arpenter les terrains de sport. Sa mission, informer, prévenir les enfants des dangers de la pédophilie à travers son expérience. Sous la douche, qui a le droit, du moment que vous savez vous doucher, qui a le droit de toucher votre corps? Personne. C'est intime.
c'est intime, t'as dit le mot. En 2 ans de combat, l'association de Sébastien a permis à 80 victimes d'échapper aux griffes d'un prédateur sexuel. C'est là sa plus belle récompense. C'est ma reconstruction. Même si maintenant je pense que je suis guéri de mes viols, même si un viol c'est un handicap à vie, j'en ressors grandi et puis fier aussi de pouvoir faire tout ça pour ces gamins. Alors, on a parlé de votre famille, mais vos copains du rugby, comment ils ont réagi quand ils ont appris la vérité? Mais ils m'ont soutenu et puis ils ont compris surtout le comportement que j'avais extérieur. Et j'en ai même qui se sont excusés de m'avoir jugé, sans connaître mon passé. Donc beaucoup de soutien du rugby, du monde rugbystique même. Il y a un de vos coéquipiers qui a tenu à vous passer un petit message surprise. Ah. Yep, la classe. Ben écoute, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît maintenant. On s'est rencontrés à l'époque dans des conditions quand même assez particulières, puisque c'était un soir de fête locale. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés autour d'une même passion qu'est le rugby. Cette passion qui nous a construit à tous en tant qu'hommes, avec des valeurs qui, je dirais, te caractérisent particulièrement, que sont le courage, la force et l'humilité. Et tout ça, tu les mets en pratique chaque jour de ton quotidien, de par tes actions. Et écoute, si j'ai un conseil à te donner, ne change rien, continue à être comme tu es. Je te dis à très vite, et puis comme on a l'habitude... Ciao. C'est qui ce David? Je suis un peu ému. Et pourquoi vous êtes non, ému? David, parce que c'est un vrai ami. C'est pas du paraître, c'est pas je te tape sur l'épaule quand tu es là ou quand tu passes sur le sud-ouest, je te connais. C'est voilà, c'est pas du paraître, quoi, c'est du réel. Et puis David, oui, bon, on s'est connus, ça a été le témoin de mon mariage, c'est le parrain de mon fils, enfin voilà, c'est mon frère, on va dire. Belle surprise. Mylène. Donc, on en était resté à ce Caïd qui est devenu votre amoureux et qui lui a compris. Donc, vous avez pu lui dévoiler votre secret. Ça vous a fait du bien? Ça a changé des choses dans votre comportement? Ça a changé des comportements changé mon comportement uniquement avec lui. Vous avez fini par vous laisser aller amoureusement avec lui? Je me suis laissée aller. Disons que j'avais le sentiment de ne pas devoir m'excuser de qui j'étais, en fait. Donc je ne me suis pas laissée aller, mais j'ai eu le sentiment qu'il ne jugeait pas la personne que j'étais. Voilà, surtout et pour vos ça. parents, alors vous avez fini par leur en parler? Oui, je l'ai dit à mon père lors d'une dispute, évidemment, puisque les rapports entre nous étaient devenus très difficiles. Et là, mon père a une réaction... Oui, mais enfin, c'est du passé. Faudrait peut-être passer à autre chose. Dans ma tête, je vous explique pas à quoi je suis passée, moi, par contre. Hein. Et donc, oui, c'est vrai, c'est du passé, il faut passer à autre chose. C'est du passé. Et oui, du passé pour toi. Mais pour moi, c'était mon quotidien. C'est-à-dire que je continue encore à cette époque, tous les jours, quand je me réveillais, j'avais leur présence, j'entendais leur voix, je sentais leur odeur. Ils m'ont accompagnée pendant une grande partie de ma vie, ces gens-là. Donc, c'était pas du passé, ils étaient là. Ils faisaient partie de moi. C'était combien de temps, ça, le moment où vous l'avez révélé à votre père, c'était combien de temps après? 6 ans. 6 ans après. Donc, qu'est-ce que vous avez fait quand il vous a dit ça? Je me suis de nouveau blindée, encore une fois. Et du coup, j'ai l'image des hommes. C'était mon père qui devait la construire, du coup. Parce que j'avais ces 3 agresseurs et mon père. Mon père était la référence. Et là, je me suis dit, bah t'es où, toi, du coup? T'es peut-être aussi avec eux, parce que t'es capable de quoi, alors? Pour dire des choses comme ça à ta fille, t'es capable de quoi avec une femme? Tu dis que t'aimes les femmes, d'accord, parce qu'elles te donnent ce que tu veux, mais le jour où t'as une femme qui te dira non, tu feras quoi? Et donc, du coup, il a perdu cette image de père, voilà, encore plus loin. Ça a été encore plus loin. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, alors si mon père est méprisable, c'est que tous les hommes sont les mêmes. Et pourtant, vous avez rencontré le père de vos filles? Oui, tout à fait.
Vous étiez très jeune quand vous l'avez rencontré? Oui, j'étais jeune, mais bon, après, il faut faire sa vie. Hein, comme dans toute bonne famille. Il faut faire sa vie ou vous êtes tombée amoureuse? C'était J'étais amoureuse de J'étais amoureuse de lui parce qu'il était... il a encore toujours cette assurance incroyable. C'est qu'on a l'impression que dès qu'il fait un truc, il y arrive, il a tout fait, il a tout vu, il a tout entendu. Bon, il a fait pas mal de choses. Et donc, du coup, il me rassurait. Voilà. Donc, faute d'avoir un mari, j'ai retrouvé, entre guillemets, l'image d'un père protecteur, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai aimé. Et pourquoi faute d'avoir un mari? Parce que les rapports amoureux, je les ai jamais compris, en fait. Hein. Ouais. La vie sexuelle, c'était quand même assez compliqué. Ouais. Hein, c'est-à-dire que le dégoût était quand même assez régulier. C'est-à-dire que quand on couche avec sa femme et que 2 minutes elle se lève pour aller vomir, ça ne doit pas être facile à vivre non plus. J'imagine. Ouais. Donc ça, pour lui, ça devait être quelque chose quand même. Hein. Donc, et jamais, à ce moment-là, vous n'avez eu envie de vous faire aider, d'aller consulter quelqu'un, de parler, parler où, comment, qui? Je ne savais pas. Je ne savais pas parce que effectivement, j'avais conscience qu'on pouvait. Il y avait un numéro de téléphone, je me souviens, pour les appels victimes, d'accord. Mais pour moi, c'était à ce moment-là qu'il fallait appeler. Maintenant que c'était fini, maintenant que c'était comme mon père me disait, c'est du passé. On remue pas le passé, surtout pas. Ouais, mais vous deviez bien sentir que les rapports avec votre mari n'étaient pas satisfaisants, ni pour vous, ni pour lui. Oui, tout à fait. Et vous deviez en souffrir. C'était un fait. C'était normal et quelque part ma punition pour ce que j'étais. Je ne méritais pas de toute façon d'avoir une vie sexuelle épanouie. Enfin, je veux dire, c'était pas concevable pour moi que je sois heureuse. Ouais. Il fallait vous punir. Ah oui, je ne le méritais pas. Donc vous avez eu 2 filles. Oui. Malgré cette vie sexuelle pas très épanouie. J'imagine que vous vous êtes rattrapée en tant que maman. J'espère. Vous êtes épanouie en tant que maman. Ah oui, de toute façon, la grossesse a été pour moi une révélation, c'est-à-dire que enfin, je pouvais vivre pour quelqu'un et pas pour moi, parce que je méritais pas spécialement je méritais pas plus la vie que ça. Donc, d'être enceinte, ça a été pour moi mais merveilleux. Je me suis dit enfin, mon corps est pour quelqu'un d'autre, qui le mérite, qui est beau, enfin voilà. Et donc, quand j'ai accouché, ça a été merveilleux. Et excusez-moi, c'est toujours très émouvant pour moi. Léa m'a donné la vie, en fait. C'est le jour où j'ai accouché, le soleil a brillé. Je me suis dit, cette gamine, elle m'a sauvée. Et donc, bon, elle a une pression, du coup, énorme sur les épaules, maintenant, puisque mon bonheur ne vivait que pour elle. Bon, elle a l'air d'assez bien le gérer, ça va. Puis elle a eu une petite sœur, donc ça va. Elle est avec nous, Léa. Comment vous réagissez, Léa, à ce témoignage? C'est pas vraiment facile d'entendre sa mère parler de tout ça. Surtout qu'on est quand même assez proches. À quel âge vous avez su, vous? Merci. Assez jeune. Je l'ai su quand j'ai commencé à sortir, en fait, donc quand j'étais à peu près au collège, donc vers 11 ans. Mais j'ai pas tout su tout de suite. Elle m'a juste dit que c'était dangereux de sortir et qu'il fallait faire très attention. Et je l'ai su donc du coup vers 11 ans, mais elle m'a juste dit qu'elle s'était fait agresser. Je l'ai pas su tout de suite en détail. Vous deviez... Ça devait être terrible de la voir partir, sortir, prendre le train. C'était horrible. Ouais. C'était un... Parce que je ne pouvais pas la garder pour moi, évidemment. Il fallait qu'elle puisse vivre avec ses copines des moments formidables que j'avais aussi vécu. Mais c'était très difficile parce que je me disais, si ça lui arrive, je ne le pardonnerai jamais. Et j'étais bien placée pour savoir que ça n'arrivait pas que chez les autres. Donc du coup, ça a été très difficile. Donc je lui demandais continuellement, et la magie du portable était là pour nous sauver. Donc continuellement, quand tu arrivais, tu me le dis. Quand tu pars, tu me le dis. Tu m'appelles. Et puis, comme tout enfant, adolescente de son âge, parfois, elle oubliait de m'appeler. Et je crois que c'est là qu'il y a eu le plus gros scandale. On s'est pas mal disputé ce jour-là. C'est beaucoup disputé. Je comprenais pas pourquoi elle s'énervait autant. Pour moi, c'était une agression, mais il y a plein de sortes d'agressions. On peut se faire racketter, n'importe quoi. C'est plus ou moins violent.
Et après, elle m'a expliqué plus en détail qu'elle s'était fait violer. Et donc, du coup, on est plus compréhensif tout de suite. En fait, moi, je suis très touchée par votre témoignage parce que... Mais ça, c'est mon sentiment. J'ai le sentiment que la souffrance de cette agression, elle n'a jamais vraiment été entendue. Et je ne suis pas sûre que vous l'ayez vraiment partagée avec quelqu'un. Toutes ces peurs, cette terreur que vous avez pu avoir, la peur de mourir, tout ça, je ne suis pas sûre. Et le seul moment où vous avez montré de l'émotion, où vous êtes autorisé l'émotion, c'est dans votre rôle de mère. Mais la femme que vous êtes, qui a été meurtrie, blessée, je trouve que l'agression est encore au centre de vous. Et en fait, le travail, c'est de faire en sorte qu'elle sorte de vous. Et que toutes ces projections négatives, d'agressivité ou de défense, vous les sortiez de vous parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Ce sont les projections de vos agresseurs. Et c'est pour ça que je comprends que Sophie vous conseille d'aller vous faire aider pour vraiment faire entendre votre souffrance. Vous en êtes tout dans votre vie sentimentale? Alors, je suis séparée, évidemment. C'est lui qui m'a quittée, mais bon, je ne l'ai pas retenu, je le comprenais aisément. Déjà avec mon caractère, mon agressivité, le comportement que j'ai développé avec les hommes et cette haine, parce que je les méprise à un point, mais alors c'est incroyable. Parce qu'il vous reste juste ça à découvrir quand même. Il vous reste juste à aimer, à vous laisser aimer et à... Je n'y crois pas. Je ne crois pas au sentiment des hommes. Mais bien sûr que si, le travail est là. C'est pour ça que pour l'instant, voilà, vous gardez cette agressivité en vous, elle reste au centre de vous. Et du coup, vous ne vous définissez que par rapport à ce drame. Alors que le but, et c'est aussi ça qui est important et que moi j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'on n'est pas victime à vie. Et qu'on peut s'en sortir, et que c'est important de le dire. Et que même si aussi le procès aide certaines victimes, on peut s'en sortir aussi même s'il n'y a pas eu de procès, parce qu'il y a des moyens, effectivement, de se faire reconnaître comme victime, et en faire un travail et mettre des mots, qualifier ce qui vous est arrivé, c'est aussi important, mais avoir un endroit où vous pouvez lâcher votre carapace de femmes fortes. Et en plus, il y a un mécanisme de défense dans votre famille qui est bien installé, c'est-à-dire qu'on ne parle pas des choses souffrantes, on ne parle pas des choses qui ne vont pas, et sûr. On est toujours dans ce discours où ça doit aller, il faut y aller, c'est le passé, il faut passer à autre chose. Et ça vous dessert, parce que du coup, toutes ces émotions que vous avez besoin de partager, vous n'y arrivez pas. Et ça va être explosif, moi je vous le dis, parce qu'en plus vous avez la chance d'avoir gardé un physique de petite fille, comme souvent dans ce genre de situation où finalement c'est pas autorisé à vivre. Oui, puis il y a quelque chose qui reste bloqué. Ouais. Alors après, peut-être que ça pourra arriver plus tard. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de soi fort. On sent que vous êtes combative et que peut-être que pour l'instant, c'est un moyen aussi de ne pas vous effondrer, de rester fort justement. Peut-être qu'à un moment donné, comme le dit Frédéric, vous allez pouvoir laisser ça de côté. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans quelques mois, quelques années. Ce sera votre temps à vous. C'est ça. Je ne sais pas. Enfin, je suis vraiment dans cette... effectivement, le fait que c'est toujours du passé, il ne faut surtout pas en parler aux enfants. Enfin, c'est vraiment le... Et donc si, j'en parle aux enfants parce que je ne vais pas avoir honte toute ma vie quand même. Enfin, et surtout, c'est d'autant plus important parce que j'ai 2 filles. Et comment les préserver? Moi, je suis parfois très dure avec elles. Parce que, voilà, enfin, c'est vrai que je les bouscule parce que je me dis, si quelqu'un doit les faire tomber, ce sera moi parce que je serai là pour les relever. Personne d'autre n'a le droit de les toucher. Oui, mais voyez, ce que vous dites par rapport à la honte, c'est très important parce que ça veut dire je ne vais pas avoir honte toute ma vie. Sous-entendu, j'ai encore honte. Donc ça veut dire qu'à vos propres yeux, vous ne vous êtes pas vraiment reconnue comme victime. Alors non, je ne suis pas... Au sein de certains membres de ma famille, je ne suis pas reconnue comme victime et je pense que la honte, c'est eux qui l'ont. Par rapport aux propos qu'ils tiennent, parce que dès qu'on en parle, ça monte très haut et le sujet est clos. Donc la honte... Ce n'est pas moi qui l'ai. Alors maintenant qu'il ait honte de moi ou de ce que l'on m'a fait, c'est bien regrettable. Et tant pis. J'ai envie de vous poser une question. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour vous sentir plus sereine ou mieux? De quoi vous auriez besoin, Mylène? Alors ça va être... je ne sais pas comment dire, c'est que je pense ne jamais avoir eu, par exemple... une nuit normale, sans être anxieuse, sans voilà. Je crois que je n'ai, j'ai un gros souci avec le sommeil. Et je crois que la première chose que je recherche aujourd'hui, je le dis souvent, parce que j'aimerais bien me dormir et sans me poser de questions et me réveiller le matin comme une fleur.
Ce serait bien que la reconstruction commence, mais pour ça, seul, on n'y arrive pas. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Oui. Et si pour vous, le moyen d'y arriver, c'est... vous ne voulez pas tout de suite utiliser la parole, parce que vous voulez rester forte, que peut-être cette voix de votre papa qui vous disait « Non mais c'est du passé », quelque part, elle vous persécute encore, elle ne vous permet pas de lâcher prise. Il y a des méthodes qui permettent de ne pas forcément trop réactiver le souvenir traumatique, comme le MDR, l'ICV, enfin, c'est des méthodes thérapeutiques qui ne vous permettront pas forcément d'avoir recours à la parole, si ça ne vous convient pas, par exemple. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est la première fois que j'en entends parler. Bon, en tout cas, je suis sûre qu'il faut que vous fassiez ce travail et que ça va vous aider, que ça va vous ouvrir des portes que vous ne soupçonnez pas. Vous viendrez nous raconter, j'espère. On est obligé de conclure cette émission. Que vous faites des nuits sereines. Oui. Ça, ce serait déjà une grande victoire. Sébastien, vos projets? Mes projets associatifs, à la sortie du procès, en suivant, j'ai créé mon association. Je lutte contre la pédophilie en milieu sportif et j'accompagne et aide les victimes. Donc on fait de la prévention et sensibilisation au risque de pédophilie. C'est apprendre à tous ces enfants de 5 à 15 ans, dès le plus jeune âge, à se défendre. À leur expliquer que leur corps leur appartient. À partir de 10 ans, on leur dit que les réseaux sociaux, ça peut être aussi un danger maintenant. Vous-même, vous avez un petit garçon qui a quel âge? J'ai un petit garçon de 5 ans, donc il sait que son corps lui appartient, que personne n'a le droit de toucher son zizi. Enfin voilà, il ne faut ne pas avoir peur d'en parler. Donc associativement, je pense me consacrer à 200% à cet assaut. Très bien, on mettra les coordonnées de cette association. On a créé ce guide. Sur notre site, le guide des colosses qui apprend aux parents, pour les 5-10 ans, c'est 13 questions. Ils vont voir si leur enfant est en danger ou s'il sait se protéger par rapport à ses prédateurs et des situations. D'accord. Et après, voilà. Très bien, merci d'être venu nous voir. Nos téléspectateurs pourront vous retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront vous poser toutes les questions qu'ils ont envie de vous poser. Et puis n'oubliez pas le hashtag Toute une histoire si vous souhaitez commenter l'émission sur Twitter ou sur Facebook. Merci à Samuel et à Frédéric. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans version féminin ce week-end. Et dans quelques minutes, sur le plateau de l'Histoire continue, nous reviendrons sur 2 affaires judiciaires, celle de Sylvain et d'Isabelle, un frère et une mère qui se battent pour rendre justice à leurs proches assassinés. A tout de suite. Mon frère dit à mes parents « je m'absente un quart d'heure et ne rentrera plus jamais ». En 2013, Sylvain désespérait que cette affaire, vieille de 20 ans, soit un jour élucidée. Vous en êtes où aujourd'hui? 10 ans la prescription, donc s'il n'y a pas de fait nouveau, ça s'arrête. Et pourtant, grâce à la médiatisation de cette affaire, l'enquête avait été relancée et elle a enfin fini par payer. Mi-décembre, j'ai été appelé par ces enquêteurs qui m'ont annoncé donc qu'ils avaient retrouvé le coupable de mon frère. Aux côtés de Sylvain, nous découvrirons le récit courageux d'Isabelle, dont le fils a été tué en bas de chez elle. Ça a eu lieu au fond là-bas en fait. Où il a pris le coup de couteau en fait. Où il a pris le coup de couteau. Aujourd'hui, cette famille tente difficilement de maintenir le cap. Tous les jours, je le figure un peu quand je parle de lui. Moi, je parle de lui à mon travail, j'en parle tout le temps en fait. Ça m'aide énormément alors que mes fils, ils n'en parlent pas en fait. Une histoire émouvante que vous pourrez découvrir dans un instant. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. Gaston m'a annoncé qu'il avait donc ce cancer. Je l'ai accompagné pendant 3 ans jusqu'à la fin de sa vie. J'ai appris la maladie d'une de mes amies de promo. Elle a eu un cancer du sein. Ça m'a renvoyée à ma propre existence et ça m'a dit qu'en fait, la prochaine, c'était pour moi. 2 femmes que la mort a mises face à la vie. Je sentais que j'étais coincée, moi, dans mon corps et dans ma vie. Mais quand j'ai appris la maladie de mon amie, j'ai eu l'impression que là, ça s'ouvrait, en fait, que j'allais tomber. C'est le trou noir et la seule chose qui nous pousse, c'est le réveil pour amener ses enfants à l'école. C'est quelqu'un qui a surmonté toutes ces épreuves et c'est ça que j'admire le plus chez elle. J'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aimais vraiment faire et c'était d'être dans la relation d'aide avec l'autre. Elle m'a pas donné seulement la joie de vivre, parce que ça, je l'ai. Elle m'a sommée d'être heureuse pour de vrai. Quand on rencontre ce qui peut arriver de pire parfois dans la vie, ce qui s'appelle la mort, en fait, et en fait, c'est une superbe invitation à vivre.
et qui, depuis, ont pris un nouveau départ. Aujourd'hui, je suis blogueuse et je suis très très heureuse. Aujourd'hui, je suis art thérapeute et je suis comédienne. Il y a une autre nouveauté dans votre vie. Jean-Luc.